Y a-t-il une vie après les présidentielles? Pour le gagnant, évidemment. Pour les perdants et surtout au Bénin, la question se pose. D'autant plus pour ceux qu'on n'attendait pas à pareille messe. Mais en politique, la témérité est tout sauf un défaut et René Angossa, pas le dernier des téméraires, a décidé de capitaliser sur son aventure des présidentielles. La dynamique RLC est devenue partie, mais à quelle fin? Ce sera le premier sujet de notre duel de dimanche, c'est politique. L'autre sujet, c'est le social. On en parle beaucoup. On en parle peut-être un peu trop et parfois à tort. Le hautement social est communément usurpé à toutes les fins, sous forme parfois à des fins de spéculation. Est-ce que le social, dans l'entendement commun, équivaudrait au tout gratuit? Nous en parlerons. Ce sera le second sujet du duel de dimanche politique de ce 20 juin 2021. Le duel, c'est parti. Mohamed Yamidi, bonjour. Bonjour. Maintenant, on peut vous présenter comme membre à part entière du parti Restaurer la confiance. Merci d'être des nôtres ce matin pour le duel de dimanche politique. Merci à vous, c'est un plaisir. En face, nous avons Antoine Adoukonou. Bonjour. Bonjour, monsieur Xavier. Apparemment remonté comme une pendule, si je peux user de cette expression. Alors, RLC devenu parti, à quelle fin? Parce qu'on se pose la question. À quelle fin? Il fallait poser la question en réalité à monsieur Liabili. Je vous la pose d'abord. Non, puisque je ne suis pas membre. Mais ce que je sais que de façon générale, un parti politique est créé pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. C'est la finalité d'un parti politique. Si ça ne doit pas être le cas, il ne servirait à rien de créer un parti politique. Donc, par rapport à ça, j'ai pu comprendre que je ne sais pas, en fait, ce qui pousse les gens à créer des partis tous les jours. Je suis obligé de le dire parce que malgré la réforme, nous sommes encore à plus de 15 partis politiques maintenant. Et donc, j'ai l'impression que j'ai mal compris la réforme. Parce que je vois que on fait une lecture séparée de la charte des partis politiques et des différentes lois qui ont suivi la réforme. Si on fait la lecture séparée, c'est qu'on n'en finirait pas de créer. Puisque quand nous prenons la charte des partis politiques, ce qui a changé au niveau de la charte, fondamentalement par rapport à la charte de 2001, c'est le nombre de membres fondateurs qu'il faut pour créer un parti politique. Dans la loi de 2001, nous étions à 10 membres fondateurs par département et avec la nouvelle charte, nous sommes passés à 15 membres fondateurs au moins par commune. C'est ce qui a fondamentalement changé. Mais est-ce que si on reste à l'étape de ce changement seul, est-ce que cela peut freiner la création des partis politiques pour conduire à l'objectif visé qui est d'avoir de grands regroupements politiques? Je crois que non, si on reste seulement au niveau de la charte, puisque avec mon téléphone, dans mon salon, je peux créer un parti politique. Il suffit d'appeler des connaissances dans les départements et leur donner des consignes de me regrouper 15 membres au moins par commune avec des dossiers donnés, parfois même moyennant, pour qu'ils puissent avoir le dossier administratif qu'il faut pour enregistrer mon parti au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous voyez. Mais c'est pourquoi je dis, c'est parce que si on a aujourd'hui 15 partis politiques, j'ai l'impression qu'on est resté seulement à l'étape de la charte sans faire une lecture globale de la réforme. La lecture globale de la réforme, c'est quoi? Le législateur a bien réfléchi. Et là, je décerne satisfait
aux députés de la 7e et de la 8e législature qui ont fait un travail très important, contrairement à ce que les gens disent. Au fait, ils sont partis de l'historique de la vie des partis politiques. Si on avait 200, 300 partis politiques, il y avait des raisons qui justifiaient cela. Et la raison technique fondamentale, c'était le mode de scrutin. C'est parce que les anciens tests permettaient que vous pouvez lever de sièges d'élus au niveau de la circonscription électorale. Le calcul se faisait au niveau de la circonscription électorale. Donc, chacun se disait, bon, si je peux faire l'effort de créer un parti dans ma commune, un parti, mais que dans ma commune, je peux engranger un bon nombre de voix, le calcul fait dans ma circonscription électorale va me faire partie à l'Assemblée nationale. Et si moi seul, je peux être déjà député pour le parti, c'est bon. Je n'ai pas besoin de voix d'un peu partout. Et ça fait que chacun, quand il est fâché dans un parti politique, il quitte, il crée son parti pour quand même faire sa chapelle. Voilà. Donc le législateur a dit, bon, si c'est ça, nous créons d'abord une circonscription nationale où vous devez engranger d'abord 10% avant de prétendre à l'éligibilité des sièges au sein de la circonscription. Oui, mais on n'en est pas encore là. Oui, on en est là parce que, pourquoi je le dis? Oui. Je le dis parce que vous n'êtes pas sans savoir tout ce qu'il y a eu comme récrimination par rapport à ces réformes lorsque les gens ne sont pas arrivés à aller aux élections. Vous avez vu tout ici. C'est pour dire quoi? Ils ont créé RLC, c'est bon. Parce que ils ont dit qu'ils sont des opposants, c'est bon parce que la démocratie en a besoin. Mais moi, je tire l'attention des uns et des autres sur le fait qu'il ne faut pas que demain, à l'arrivée, on incrimine la réforme parce que si on crée le parti et qu'on n'a pas une envergure nationale, parce que avoir de membres fondateurs partout ne signifie pas avoir d'envergure nationale. Parce que, comme je vous l'ai dit, des membres fondateurs qui ne connaissent même pas le parti, dont on a pris les dossiers, ne s'intéressent même pas à la vie du parti. Donc, à partir de ce moment, lorsqu'on n'aura pas les 10% aux élections législatives et qu'on aura 0 député au plan national, et qu'on ne pourra pas prétendre au financement public des partis politiques, puisqu'il y a une liaison entre les élus que vous avez et le financement, lorsqu'on ne pourra pas, au niveau de la loi sur le statut de l'opposition, être bien placé, parce qu'on n'a pas toujours eu d'élus, lorsqu'on ne pourra pas avoir de parrain pour être candidat aux élections présidentielles, il ne faut pas dire que c'est la réforme. C'est pas la réforme. Entendu. C'est vous qui avez mal compris la réforme en restant seulement au niveau de la charte des partis politiques. Sans prendre ensemble l'ensemble des réformes. Je vous ai laissé faire sur le développement à dessein. Maintenant, vous avez vous pouvez répondre autant que vous voudrez. Est-ce que le RLC Merci à vous. En fait, pas répondre à M. Alukunou, mais répondre à la préoccupation de tout le monde de façon générale. C'est ça qui est le plus important. D'accord? J'ai entendu M. Alukunou parler de ne pas comprendre la charte, ne pas comprendre l'esprit de la charte, créer des circonscriptions nationales, ainsi de suite, qu'on n'a pas compris. Mais en réalité, est-ce que comprendre la charte est la chose la plus importante? Puisque vous avez dit que le changement par rapport à ce qui était, c'est le nombre de membres fondateurs par commune. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Est-ce que là, le diagnostic a été bien posé pour pouvoir trouver la solution idéale? J'ai dit de ne pas comprendre la réforme. Non, je n'ai pas dit la charte. Moi, je dis... l'ensemble de la réforme. Moi, je dis... débat sur la réforme. Réforme non comprise. Charte non comprise. Moi, je ne vois pas l'utilité pour moi de faire ce débat-là. Si ceux qui ont fait la réforme ou ceux qui ont voulu améliorer les choses estiment que ça n'a pas été bien compris et que malgré cela, les partis se créent, donc à eux de retourner peut-être encore là-bas. Moi, je leur laisse le libre choix. Mais le problème n'est pas là. Ce qui amène des individus, des citoyens à se regrouper au sein d'une entité qui évolue et qui peut s'appeler parti politique, c'est les idées que l'on défend.
c'est la position que l'on défend par rapport aux aspects, par rapport aux sujets qui ont trait avec la vie de la nation. C'est votre posture, c'est vos positions que vous défendez, c'est les idées que vous portez et les valeurs qui sont les vôtres. C'est ça qui vous amène à vous regrouper au sein d'une entité qu'on appelle parti politique. Et donc, vous proposez une offre pour la nation, vous proposez une offre politique. Et vous amenez les gens à adhérer. Ce n'est que ça qui peut amener les gens à se retrouver au sein d'un parti politique et maintenant chercher à faire adhérer tout le monde, ceux qui partagent les mêmes visions, et chercher maintenant à convaincre les autres de cet idéal-là que vous proposez pour que les problèmes de la nation puissent trouver solution. Et là, donc, dans la conquête du pouvoir d'État et dans l'exercice, ce n'est que ça qui amène les gens à se regrouper en parti politique. Et donc, si l'on fait le petit pas, on parle de grands ensembles, d'accord, mais est-ce qu'on est grand? On est et on fait le chemin, on fait le parcours pour devenir grand. Et c'est les idées que vous portez, selon que les gens se retrouvent dans vos idées, dans vos idéaux, dans vos valeurs, qui amènent les gens à venir vers vous et trouver en vous que vous puissiez incarner l'alternance à ce qui se fait ou à ce qui est proposé pour l'instant. Ce n'est que comme ça que l'on grandit en tant que parti politique et donc pour bénéficier de tout ce qui va avec. Donc ça voudra dire que vous comptez capitaliser sur les 2,35% au présidentiel. Vous savez, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Dans l'ordre des choses, l'expérience de l'élection présidentielle c'est une expérience. Cela est fait et cela est passé. Mais il faut regarder que, après avoir fait cette expérience, parce qu'en réalité, le projet de candidature n'était pas prévu dans le cadre d'une dynamique, c'était prévu dans le cadre d'un parti dont étaient membres les deux. Et cela n'a pas marché. Mais l'idée de proposer au peuple la possibilité de s'exprimer, et ce, à travers les urnes, c'est seulement cela qui nous a amenés vers la dynamique et donc la participation à l'élection. À partir de ce moment, lorsque l'on découvre, ne serait-ce que les 3%, que les Béninois, parce que ça, c'est ce qu'on nous a donné comme résultat. Quand on découvre que les Béninois ont quand même envie d'entendre autre chose, ont besoin, ils veulent une nouvelle offre politique, et que l'on se retrouve en phase avec cela, il va de soi que les idées que nous nourrissons pour le bien-être, bien sûr, du commun des Béninois, puissent être portées dans le cadre d'un creuset appelé parti politique, puisque c'est seulement ça que la Constitution, constitutionnellement et légalement, c'est ce qui est dit, l'animation de la vie politique dans le cadre du conquête et de la gestion du pouvoir ne se fait que dans un creuset au sein des partis politiques. Et donc, le peuple de l'opposition, n'ayant pas compris cela, que l'alternance est dans les urnes, pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire, il faut maintenant motiver les gens à comprendre cela, et à partir de ce moment, l'élection n'était qu'une étape sur le chemin, bien sûr, de la restauration de la confiance, puisque c'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance qui nous a conduit à là où nous en sommes là actuellement. Et donc, sur le chemin de la restauration de la confiance, l'élection présidentielle n'était qu'une étape sur laquelle il ne faut pas s'attarder. Et à partir de là, nous allons continuer par porter nos idées, par les défendre. Et ce, dans le cadre constitutionnel prévu par la loi, qui est le creuset, qui est le parti politique. Et nos valeurs sont connues, notre principe, conformément à notre principe d'opposition au système. Nous disons que nous prônons l'alternance par les urnes. Et donc, notre défi, c'est de pouvoir incarner l'alternance, porter l'alternance par rapport à ce qui se fait en proposant donc une offre politique dans laquelle, bien sûr, les Béninois, de façon générale et idéalement tous, se retrouvent et adhèrent. Voilà, je reste avec vous un instant. Vous parlez d'incarnation. Apparemment, Irénée Agossa a peut-être décidé d'incarner cette idée on va dire tout seul, parce que Corentin Coré n'était pas, on va dire pour le moins, aux abonnés absents, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est un projet solitaire? Nous voulons de parler d'une dynamique qui a participé à l'élection. Les membres, par la majorité, se sont retrouvés et ont voulu que ça continue. Et donc, dans le cadre
de ce qui est prévu par la Constitution, qui est un parti politique. C'était un projet, la candidature. Ici, c'est un autre projet qui prend encore et qui va continuer. À partir de ce moment, si vous ne vous sentez pas, disons prêt, le président Kowi, à tout moment, il peut rejoindre le parti. Nous ne sommes fermés à personne, que ce soit le président Kowi, que ce soit les démocrates, que ce soit toute autre personne, ou tout autre, tous les courants d'idées, d'accord, qui prennent l'alternance par les unes et qui veulent quelque chose de mieux que ce qui se fait actuellement, sont libres et sont d'ailleurs invités à nous rejoindre pour qu'on puisse faire le combat ensemble. Ce n'est pas la personne de René Agosta, ni la personne de Corentin Kowi, ni la personne de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un aujourd'hui est en mesure de porter, de mieux porter l'idée, les valeurs que nous défendons au sein du COSE, qui est le parti politique, et qu'il se retrouve en cet instant T, que ça soit lui, alors là, c'est ça qui explique ce que vous voyez. Quand il arrivera un autre moment où quelqu'un d'autre portera mieux encore l'idée, parce que c'est ça en fait la vie des partis politiques. Quand quelqu'un d'autre sera en mesure de mieux porter l'idée, il se retrouvera en position de leader et donc de chef de parti. Donc même Antoine Aloukonou pourrait vous rejoindre s'il en exprime... Même vous. Antoine Aloukonou, c'était une boutade. La question, moi je veux bien comprendre, un parti de plus, pour vous, c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie, c'est ça? Puisque vous êtes allé dans un long développement par rapport aux réformes, ainsi de suite. Voilà. Vous n'accueillez pas cette idée de bon cœur, ou pour vous, c'est une idée morte d'avance? Bon, moi, je dois vous dire mes sentiments personnels, parce que je suis dans une certaine logique. Parce que pour aller à la réforme, et nous sommes partis sur des hypothèses. Oui. Et c'était l'hypothèse fondamentale, c'était la réduction ou bien freiner la création tous azimuts des partis politiques, et en contrepartie avait allé vers les grands regroupements. Et c'est ça qui a poussé le législateur à mettre toutes ces dispositions en place. Oui, bon, sans vous couper, comme il dit, pour avoir de grands regroupements, les regroupements sont faits autour des idées, c'est ça? Non, des idées, des ensembles. Il faut que le parti naisse pour qu'on se pose la question d'aller vers ou pas, ou d'aller en solo. Oui, j'en viens. Ça veut dire quoi? À l'arrivée, moi, ça me gêne quand je continue de voir que ça crée. Parce que, à la veille de la réforme, nous étions à 278 partis politiques régulièrement enregistrés. Mais si après la réforme, on est déjà à 15, ça fait une sacrée différence. Ça fait une différence, mais quand nous voyons la vitesse de création, les 278 partis politiques, on peut dire qu'on les a obtenus de 90 à la veille de la réforme. Oui. Près d'une trentaine d'années. Mais si 1 an ou 2 ans après la réforme, on est déjà à 15, quand on fait le prorata, qu'est-ce qui nous empêche de dire que d'ici 10 ans, 20 ans, si ça continue comme ça, qu'on n'irait pas encore à 278? Au fait, la problématique, elle est là. C'est pourquoi moi je dis, tel que ça se crée là, en réalité, ça donne l'impression que la réforme n'a pas pris corps. Or, en réalité, c'est ceux qui créent, qui font une lecture séparée de la charte des partis politiques et de l'ensemble de la réforme. Parce que le législateur a fait la charte pour la naissance du parti et a fait les autres réformes pour la vie du parti. Il ne servirait à rien de naître si on n'est pas sûr de vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, oui. Si on ne pense qu'à seulement la naissance et on ne pense pas à la vie, c'est un problème. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, il faut naître, mais il faut être sûr de vivre. Vivre, c'est arriver à avoir les 10% régulièrement pendant les élections pour se donner au moins quand même un député, un maire, pour pouvoir quand même bénéficier ne serait-ce qu'un iota du financement public, pour pouvoir peut-être avoir une place dans l'arène de l'opposition, oui, pour défendre. Parce que
Oui, mais on peut défendre sans être à l'Assemblée nationale. Ça m'étonne que vous aviez qui dit ça. Pourquoi? L'Assemblée monocolo, là, ce débat-là, vous n'avez pas entendu ça ici. Est-ce qu'au moment où l'UP et le BSE sont allés à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez vu les opposants vous dire que... Donc d'après vous, il ne devrait plus y avoir de parti. Non, ce n'est pas qu'il ne devrait plus y avoir de parti. Oui. Ce n'est pas qu'il ne devrait plus y avoir de parti. Oui. Mais il ne devait plus avoir de parti politique autant qu'un c'est déjà trop. Si on veut rester mais qui fixe le barème? On n'a pas fixé, on ne peut pas fixer le barème parce que nous avons fait l'option du multipartisme intégral. Oui. Donc on ne peut pas fixer le nombre de partis politiques. Oui, la même réforme dont vous parlez ne restreint pas la création de partis politiques. C'est ça, il dit on ne restreint pas, mais on restreint de façon insinueuse. Puisque lorsque on vous permet de naître et qu'on a mis des barrières pour vivre, en principe, vous devez évaluer les barrières. Non, on a mis des barrières pour la représentativité, pas pour vivre. Un parti politique. Nous avons dit un parti politique. Oui. Quelle est sa finalité? Exercer le pouvoir. Vous pouvez exercer le pouvoir sans être à l'Assemblée. Mais il y a des partis qui peuvent faire, dans toutes les grandes démocraties, il y a des partis qui ont 30 ans d'existence, mais qui n'ont jamais exercé un pouvoir quelque part, mais ils animent la vie politique. Bon, non, en fait, je vais taire les polémiques en disant, moi, je ne conteste pas la naissance. Mais c'est un choix. Mais à l'arrivée, il faut assumer le choix. C'est ça, moi, mon problème. Je ne conteste pas la naissance. RLC est né, je ne conteste pas. Mais lorsque on va faire les élections législatives et on va dire que RLC a 0 député, ou que RLC ne revienne pas pour nous dire que c'est la réforme de Talon là qui a fait qu'il a 0 député. Apparemment, c'est vous qui donnez les voix. Non, vous savez, moi j'ai du mal à... Laissez-moi aller au bout. Oui, une seconde. Laissez-moi aller au bout. Parce que moi, je ne parle même pas de RLC. Hein. Je parle de tous ces partis microcosmes qui se créent là pour montrer qu'ils sont partis là. C'est de ça que je parle. À l'arrivée, puisque ce dont la réforme a besoin, c'est les grands regroupements. Oui, on en revient au même. Pour vous, les grands regroupements devraient, tel que c'est, ça devrait rester comme ça. Vous voulez dire. Non, ça devrait rester comme ça. Non, quand tu parles de fabriquer, je te réponds. Parce que, en réalité, en sociologie politique, ce qu'il a dit, il est vrai. Normalement, c'est les idées qui doivent regrouper les gens. Mais, il faut qu'on soit sincère. À la phase pratique de nos démocraties africaines, quelles sont les idées que nous portons et qui regroupent les gens? Il faut qu'on soit sincère. Vous n'avez pas encore porté d'idées. Non, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit sincère. Le BR ne porte pas. Non, ce que moi je dis, ce que la loi a mis là, la loi a mis des dispositions. Moi, je ne pas sur les dispositions. Oui, nous portons des idées, mais c'est d'abord les dispositions qui marchent. On ne peut pas dire, on veut répartir les sièges, et on va dire, oui, comme ceux-ci portent des idées socialistes, on leur donne tel siège, ou bien ceux-ci portent des idées libéralistes, on leur donne tel siège. On ne le dira pas. Parce que les récriminations que les gens contre la réforme... On vous a compris. C'est ça qui me gêne. Si je vous résume bien... En fait, je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous n'avez pas fini. Non, je n'ai pas fini. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les politiciens, ils sont en train de jouer sur l'ignorance de la population. Au fait, tout le monde a compris que tel que les terres sont faites là, il faut se regrouper. Tout le monde a compris. Mais c'est la difficulté qui est dans le regroupement là, qui fait que chacun va créer son parti. Parce que là maintenant, il dit à Kossa, il est président de RLC. Mais s'il se fondait dans UP, dans BR ou bien avec d'autres là, est-ce qu'il peut prendre facilement la tête? C'est cette difficulté-là qui fait que les gens se disent, ben, si on regroupe plusieurs généraux, qui sera le général? En fait, c'est ça qui fait que les gens créent le parti et derrière se cachent pour dire qu'ils veulent défendre des idées. Oui, nous-mêmes, au niveau de l'UP ou du BR, vous pensez que c'est facile? Quand nous sommes ensemble, on y reviendra. Vous pensez que c'est facile? Accepter l'idée aussi que Irénée Agossa ne puisse pas se retrouver dans les ensembles qu'il y a eu. Je dis, M. Xavier, aujourd'hui on vous avance l'idée que c'est parce qu'on veut défendre quelque chose, c'est bon. À l'arrivée, lorsqu'on aura 0 député là, qu'on ne me vienne, il faut dire que les gens n'ont pas compris mon idée. Ce n'est quand même pas vous qui donnez les voix. Non! Il va répondre. On sait ce qui va se passer. C'est ceux qui donnent les voix prétendent de ce qu'ils adhèrent ou pas aux idéaux. Nous sommes là. Laissez-le développer. Vous avez devoir prendre tout le temps pour expliquer quelque chose qui est assez clair.
Moi, j'ai du mal à comprendre que vous preniez tout ce temps pour expliquer quelque chose qui est clair pour tout le monde. Le diagnostic n'est pas bien fait. Et donc, si le diagnostic n'est pas Et c'est ça que je refuse. C'est ce Ne le propos-là coupez que pas, je ne n'aime le pas. coupez pas. Si le Vous avez diagnostic écouté, Oui, n'est pas excuse-moi. bien c'est ça fait. que je refuse. Laissez Ce le n'est pas finir, s'il vous seulement plaît. en ce qui Laissez-le concerne la création des partis, la vie des partis politiques, c'est tout ce qui concerne la vie de la nation. Nous avons un problème de diagnostic. Et tant que le diagnostic ne sera pas bien fait, on allons trouver des solutions qui, le lendemain, deviennent des problèmes qu'il faut encore résoudre. Si vous avez cru devoir trouver une formule ou trouver une manière pour réduire la vitesse ou l'accélération de la création des partis politiques et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que là vous êtes déjà à 15 et que demain sera à 20, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé la bonne formule et qu'il faut retourner au laboratoire. Moi, je ne vais pas prendre mon temps pour justifier la naissance d'un parti politique. Le principe même de la vie, personne n'est assuré de vivre chaque jour quand il est là. On se bat pour vivre, c'est le principe même de la vie. Et donc quand le parti naît, le parti a à se battre pour vivre et pour demeurer. C'est ça même le principe. On n'a pas à réinventer ça, la roue tourne déjà. Et donc pour moi, il n'y a pas lieu de dire pourquoi ils sont nés, pourquoi ci, pourquoi ça. Quelles sont les idées, quelle est l'offre politique que vous mettez sur la table? Est-ce que cela résout les problèmes de la nation? Est-ce que cela constitue une solution ou une solution pour les problèmes de la nation? C'est ça qu'il faut voir. C'est ce débat-là que nous sommes amenés à faire. C'est des débats d'idées. Place aux idées. Laissons tout ce qui est polémique. Place maintenant aux idées. Les idées que vous proposez. C'est seulement avec les idées. Et c'est en ça que je ne suis pas toujours très à l'aise avec ceux qui disent que quand on est de l'opposition, on peut se contenter de critiquer. L'État de notre développement actuel ne veut pas que l'on se contente simplement de critiquer. Non. Et c'est ça la démarcation que nous faisons au niveau de l'opposition. On ne va pas... Parce que pour construire cette nation, on a besoin des idées. C'est de cela qu'on a besoin pour construire une nation. Et non seulement de critiquer. Donc on ne va pas s'arrêter là. Et nous, on va faire le combat. On va faire le combat des idées. Ce que nous proposons, qui tiennent compte de la réalité du peuple, qui n'est pas déconnecté de la réalité du peuple, pour qu'on puisse trouver ensemble des meilleures solutions à ce à quoi nous faisons face. C'est de ça que nous parlons, nous ne parlons pas d'autre chose. Si la charte n'est pas suffisamment bien élaborée, bon, peut-être que quand nous, on aura la voix des députés, on trouvera la meilleure formule pour réduire, si c'est ça qui est utile pour la vie de la nation. Quand on sera à l'Assemblée, on va en parler. Et donc, voilà ce que nous proposons. Je ne voudrais pas voir les limites de ce qui est fait là, comme ça, de cette façon. Non, moi, je ne m'intéresse pas à ça. Mais je m'intéresse aux problèmes de la nation, à l'offre politique en perspective par rapport aux problèmes de la nation. C'est de ça qu'il est question. Voilà, vous avez votre réponse. Non, moi, je crois que... Oui. Je crois que là, déjà, vous avez vu, ils n'ont pas encore 0 député, mais il a commencé par dire déjà que le diagnostic est mal fait. Et c'est ça, je vous dis, qu'à l'arrivée, c'est la réforme qu'on va encore... Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous dites que à l'allure où les partis se créent, ça veut dire qu'il faut retourner au laboratoire. Ça veut dire simplement que... Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Moi, j'ai expliqué, j'ai dit... On va passer... À l'allure où les partis se créent, oui. C'est parce qu'on tient seulement de la création. Place aux idées. Qu'on a cette allure-là. Faisons la si place. c'est qu'on prenait en compte la création et en même temps la vie du parti, les gens auraient compris qu'on ne doit pas créer tous azimuts les partis politiques. C'est ça, moi je dis. On va passer, en parlant de politique, en parlant d'idées, on va passer au second sujet qui est aussi tout aussi important. Vous avez pu constater ces dernières semaines que tout le monde a un groupe de mots aux lèvres, le retournement social, depuis que le chef de l'État en a parlé dans son discours de prestation de serment. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, tout est sujet, le retournement social est sujet à tout, justifie tout, et on va dire le retournement social à bon dos. Quand on parle d'assurance pour les motos, on remet en cause le retournement social, cherté de la vie, le retournement social. Tout est prétexte à spéculation sur le retournement social. On a eu un entretien qui en parlait en long et en large tout à l'heure. Est-ce que dans l'entendement, pourquoi dans l'entendement commun, est-ce que l'entendement commun pourrait laisser penser que quand on dit social, c'est que tout devrait être gratuit? Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette instrumentalisation, de cette polémique tout azimut, à tout bout de champ? Merci beaucoup. Ce que je pense, c'est que le mot social a été galvaudé sous un régime récent. Ne nous cachons pas la face, parce que quand vous entendez les gens
ou dit le social, vous avez l'impression que ça doit rimer avec la gratuité, la facilité. Lorsque je marche, j'ai 5 000 francs, c'est du social. Lorsque pendant la campagne électorale, l'argent sort à foison, c'est le social. Lorsque vous avez l'impression que c'est ce passé récent là qui anime encore la pensée des gens. Je crois que c'est ça. Mais en réalité, le social est très loin de ce que les gens pensent. Le social est une donnée économique. Une donnée économique et à sa méthode. En fait, le social doit s'entendre d'abord un système de redistribution du revenu national. En fait, c'est ça. En termes d'assistance et d'assurance. C'est ce qui se fait de façon universelle. Lorsque on parle du social, c'est que l'État veut s'engager pour la protection civile davantage et l'État ne le fait pas dans un cadre informel. Il y a une méthode pour le faire. Si nous prenons par exemple l'assistance, c'est que l'État vient porter les problèmes des populations, des plus démunis, sans contrepartie. C'est-à-dire que l'État il crée les centres de santé, il crée les écoles, il trace les routes, etc., etc. Quand il veut faire tout ça là, il ne vient chez personne pour dire, bon, je veux construire un centre de santé chez vous, donnez-moi de l'argent. L'État ne le dit pas. L'État part des prélèvements de l'impôt qu'il a eu pour faire la redistribution autrement. D'accord? Et donc on me dirait que ce n'est pas du social si on est toujours dans l'esprit ancien, mais je vais leur dire que lorsqu'on crée un centre de santé, que c'est du social, mais c'est un social qui n'a rien à voir avec de l'argent on vous donne comme ça, mais ça s'explique en termes d'économie réalisée sans que vous ne vous en rendez pas compte. Si un centre de santé se trouvait peut-être à 10 km de chez vous et que pour y aller, il fallait peut-être marcher à pied ou bien prendre un ZEM 100 francs, 200, lorsque le centre de santé est proche de vous, vous économisez de l'énergie, peut-être qu'il va améliorer votre santé pour vous permettre de faire des dépenses de santé. Vous économisez l'argent du ZEM sans le savoir. Lorsqu'une école est implantée chez vous, peut-être un enfant qui ne devait pas aller à l'école parce que l'école était très loin, il va à l'école, il devient haut cadre du milieu et il va accompagner ce milieu-là. Donc, le social doit pouvoir s'entendre d'abord ces éléments. En termes d'assurance, là, vous cotisez, l'État met des dispositions, vous cotisez peu, et lorsque le risque survient, oui, on intervient. Et peut-être, vous voyez tout ce qu'on a dit, assurance, moto, tout ça là, peut-être que c'est sous cette forme, par exemple, que l'État a pensé peut-être régler les problèmes d'accidents, etc., etc., pour que, bon, celui qui... Bon, je pense, hein, je vois. Donc, c'est sous cet aspect qu'il faut voir d'abord la question du social. Le social, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas qu'on va mettre de l'argent quelque part où on va siffler, les gens vont se mettre en rang et on va distribuer. Le lendemain, on vient, ou bien on crée un restaurant quelque part où tout le monde va manger à satiété. Non, c'est sous ce thème d'abord qu'il faut d'abord avoir la compréhension du social. C'est un élément économique, ce n'est pas quelque chose d'informel qu'on fera. Et lorsqu'on a cette compréhension, rapidement, on se décolle de toutes ces analyses que nous voyons sur les réseaux sociaux et autres. Voilà. Est-ce un débat de réseaux sociaux ou est-ce que pourquoi le béninois, hein, en tout cas sans faire d'essentialisation, pourquoi on est tous attachés à la gratuité de toutes choses et quand il y a une petite hausse ou quand on rappelle des choses élémentaires comme l'assurance moto, ça crée autant de polémiques. Vous savez, il faut le reconnaître, il faut le reconnaître même en face de ceux qui sont là.
le dernier quinquennat, le quinquennat 2016-2021, a donné le résultat de ce que les fractures se sont créées, fractures sociales, fractures politiques, fractures ethniques, fractures surtout économiques. La multiplication des sous-emplois, le chômage. Et donc, à partir de ce moment, si je ramène ça au concept du parti, l'idée, d'accord, vous me suivez, l'idée d'un État qui puisse inspirer confiance, d'accord, qui met le dirigeant au service de la nation et de ses citoyens, c'est ça qui a fait germer notre creuset, qu'est restaurer la confiance. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est d'abord un problème de confiance. Ensuite, le choix du modèle économique et social pour lequel a opté le système de gouvernance en place, le gouvernement en place. C'est ça qui cause le problème. Lorsque vous parlez d'action, vous parlez de ci et de ça, il y a un problème d'abord de confiance. L'assurance moto dont on parle, et ces choses-là dont on parle, poubelle de jeux homologués, ces choses-là dont on parle, la meilleure vie a un coût. Mais lorsque on a dit les députés veulent se retrouver pour étudier la loi sur l'assurance, vous avez vu la réaction des gens. Quand à un moment donné, le citoyen a l'impression que ce qui est fait là ne tient pas compte de sa réalité, que c'est fait contre lui, c'est ça qui amène ces gens de réaction que vous voyez. En temps normal, c'est quelque chose qui devrait protéger. Mais comme ils ont l'impression que ce qui est fait là, ou ce qui va être fait là, c'est contre eux, et que ça ne tient pas compte de leur réalité, et donc c'est ça qui donne ces gens de réaction auxquels on est confronté, et auxquels il faut trouver solution. Et la solution se trouve, à notre avis, dans le choix du modèle économique et social pour lequel a opté le gouvernement en place. Et seulement, c'est quand on va revoir ce modèle que le chef de l'État même a reconnu défaillant. C'est pour ça qu'il parle d'un mandat maintenant hautement social. Donc c'est quand on va reconnaître que ce modèle est défaillant et que ce que nous disons, ce n'est pas un mandat hautement social. Parce que quand vous parlez de hautement, c'est que vous reconnaissez que ce que vous avez fait avant là, ça ne correspond pas, ça ne correspond pas à la réalité des gens. Vous voulez faire maintenant du hautement social. Il faut changer de modèle. Le chef de l'État, dans sa logique de hautement social, pense à ce qu'on appelle une mise à jour, update de ce qui se fait là. La preuve, on n'a pas changé d'équipe, on n'a rien changé, mais on veut faire du hautement social avec les mêmes qui étaient, pratiquement je dirais la même vision. Faire maintenant du hautement social avec la même vision, avec la même équipe. Non, il faut changer le modèle. Et c'est le changement de modèle qui va apporter la solution globale à ce qui se voit là, qui va créer la confiance. Changement de modèle. Il faut changer le modèle. C'est le modèle économique social là qui pose problème. Ça dit que le quinquennat passé, nous avons assisté à une dégradation, à une disparition progressive de la classe moyenne qui doivent émerger pour pouvoir supporter la classe populaire. Les gens ne demandent pas que vous venez leur distribuer le vivre chaque matin. Non, c'est même pas ça qui va régler le problème du pays. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut opter pour un modèle économique et social qui fait émerger une classe moyenne qui peut maintenant supporter la classe populaire. C'est seulement comme ça qu'on va régler vraiment le problème du pays. Et peut-être arrêter de parler de hautement social. Oui. Là, il est concret. Faire émerger une classe moyenne capable de tirer la classe populaire, peut-être en fouettant la consommation. C'est aussi simple que cela, parce que si on relance la consommation, si moi j'ai pas les moyens d'aller me coiffer 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, c'est que le coiffeur aussi commence par avoir des problèmes. Et ceux qui sont liés à cette chaîne-là commencent à avoir... C'est ça en fait le problème. Là, il y a du concret. Moi, je crois que, d'abord, premièrement, moi, j'avais expliqué ce que c'est que le social. Oui, je n'ai pas porté de jugement sur le modèle qui se fait. J'ai d'abord expliqué la compréhension que nous devons avoir du social, oui, en tant que système de redistribution du revenu national. C'est ça que j'ai expliqué. Maintenant, le modèle qui se fait, ça, je crois que c'est un modèle, tous les modèles que les gouvernants mettent en place sont susceptibles de perfection. Si un modèle est mis en place et que le gouvernement même s'en rend compte que ce modèle, ça ne prend pas, c'est normal que le gouvernement doit revoir le modèle. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut encore dire au gouvernement.
Mais je crois que si le chef d'État parle de redressement social, cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas du social. Certainement qu'il y a un social qui a été fait et il estime qu'on peut améliorer le modèle, le mécanisme de redistribution, par exemple. Vous voyez. Donc, je suis d'accord que sur le principe, si un modèle est là et que ça ne prend pas, on peut revoir le modèle. Oui, mais est-ce que vous faites le même diagnostic? C'est-à-dire que la classe moyenne qui a une certaine hypertrophie, qui devrait de la classe moyenne populaire, pour tirer... Ce n'est que comme ça. Moi, je crois que... C'est la verticalité des choses qui posent problème, contrairement à l'horizontalité. Je ne peux pas... L'horizontalité qu'on a choisie. Je ne peux pas, sur ce plateau, dire si je suis d'accord avec lui ou non. Puisqu'il s'agit des données techniques. Et pour prendre une décision, il faut voir les données. Nous n'avons par exemple pas les autres données. C'est le gouvernement qui a les vraies données. Et qui, au regard, parce que pour prendre une décision, il faut savoir l'état des lieux, l'état de départ. Si vous n'avez pas l'état de départ et que vous prenez, bon, s'il le dit maintenant, normalement, si on est venu seulement pour ce débat et qu'on s'est préparé, il doit pouvoir me dire les données macroéconomiques ou bien microéconomiques qui le conduisent à faire l'option de A, d'une stratégie A ou d'une stratégie B. Donc, c'est le gouvernement qui a les données et qui peut, avec les cadres techniques de l'INSAE, du ministère de l'économie et des finances, prendre les décisions. Mais toujours est-il que aucun gouvernant ne peut avoir la possibilité d'avoir une option A qui arrange son peuple et aller choisir une option B. Vous voyez. Donc, il faut qu'on ait les données nécessaires pour pouvoir prendre la décision. Mais ce qu'il dit, c'est un modèle classique des économies. On invente rien. Des économies libérales, c'est la classe moyenne qui, disons, tire la consommation, tire beaucoup de choses. La classe moyenne est généralement, disons, la partie qui fouette un peu le développement économique, parce qu'on suppose que des TPE, des petites et moyennes entreprises, ainsi de suite, émergent quand même une classe capable de créer de la valeur et de tirer l'économie vers le haut. Donc, lui, peut-être qu'il vous n'avez pas de données techniques, mais c'est juste une observation. Les données dont on parle avant même d'aller aux données techniques, il faut se baser d'abord. Parce que, vous savez, quand on mène l'action publique, le résultat, c'est la satisfaction. Pas idéalement tous, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais moyennement de ceux pour qui l'on mène l'action publique, quelle est la population, le peuple. Si les gens, s'ils se plaignent, pas que vous ne menez pas des actions, pas que vous ne faites rien, on ne dit pas que le gouvernement en place depuis 2007 n'a rien fait. C'est pas ce que nous disons. Mais nous disons qu'au résultat, la réalité du peuple, elle est ce qu'elle est. Et au lieu que la situation si les populations vivaient mieux, si leur situation s'améliorait, ils ne vont pas crier, ils ne vont pas dire tout ce qu'on n'aura pas les réactions que nous avons là. Il est vrai, je le dis, la meilleure vie a un coût. Mais faut-il le faire en ne tenant pas compte de la réalité, qui est la réalité du parce que en définitive, tout ce que nous voulons faire en menant l'action publique, c'est le bien-être de ceux pour qui l'on mène l'action, la population. C'est aussi simple que cela. Et donc, à partir de ce moment, c'est de façon classique, nous savons toujours que ce qui se fait, soit on relance la consommation en donnant le pouvoir d'achat aux gens, soit c'est au niveau des taxes et de tout cela que l'on agit. Et donc, il faut aujourd'hui juste prendre une position. Et nous disons que nous ne sommes pas visiblement. Notre modèle, est-ce que vous pensez visiblement dans un pays où on a pris l'habitude de ne pas payer du tout d'impôts, que l'État peut se permettre, avec les besoins de financement qu'on a, l'État peut se permettre de se restreindre sur ce... Est-ce que vous pensez réellement qu'au niveau des prélèvements, il y a quelque chose à faire à ce niveau, alors qu'on a des engagements sérieux? C'est surtout parce qu'à notre avis, il y a ce que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître, notamment ceux qui sont dans l'institut pouvoir, la dégradation des finances. Parce que la dégradation des finances publiques. Quand on essaie de faire de la compensation, publiques, je vous donne un exemple. En très bonne forme. Oui, ça, c'est parce qu'on essaie de faire une certaine compensation. Alors que, quelque part, ou à des endroits donnés que je peux vous citer, il y a de vraies pertes. Quand vous prenez, par exemple, s'il y avait la reprise intégrale et dynamique des activités économiques avec le Niger, tout le monde, a priori, on a vécu dans ce pays, on sait ce que cela peut générer. Et au lieu qu'il y ait cela, on va faire une certaine compensation qui n'entraîne que ce que je peux appeler le matraquage
comment appelle-t-on, fiscale au niveau des ménages. Et en laissant, ça c'est un exemple que je vous donne. Vous trouvez que les ménages béninois subissent Quand un on matraquage dit, fiscal? écoutez, tous les tasses, tout ce qu'il y a comme tasse, péage, machin, tout cela, tasse de ci, tasse de... tout cela, Oui. qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que ça. Vous pensez qu'il y a un matraquage fiscal au Bénin? De 2016 Oui. à 2021, vous voulez qu'on se mette à calculer le nombre de tasses qui sont venus à l'ordre du jour? N'est-ce pas plutôt simplement payer les taxes qui existaient? On ne peut pas dire que le gouvernement a inventé de Vous nouvelles voulez taxes. que je vous en cite? Oui, citez-moi. Parce que si on doit se mettre à citez-moi les taxes. on ne va pas. Monsieur Adoukourou. Il faut Oui, déjà se porter bien. Oui. Il faut que l'activité se porte bien. Parce que si vous demandez aux gens de payer, en même temps, créer les conditions pour que les gens puissent essayer de payer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce que moi je sais que il faut redistribuer. Mais on ne redistribue pas le vide. Il faut créer la richesse, non? C'est là où on est d'accord. On ne redistribue pas le vide. Il faut créer la richesse, non? Maintenant, notre économie, là, quelles sont les ressources que nous avons pour pouvoir avoir la richesse? Les ressources que nous quelles sont avons, les c'est de ressources tenir compte de la position stratégique du pays. Non, je dis non. Lorsque vous êtes le Bénin et que vous avez un voisin, Tout le monde comme sait le Nigeria, que... que tout le vous monde avez sait. un voisin comme Non, ça, ce par rapport au que pays moi interne. je vous dis, la population en réalité, la plupart ne comprennent même pas comment ça se fait. Quelqu'un qui est là et que d'ici là, bon, son impôt augmente de 100 francs, sa réaction c'est qu'il n'est pas d'accord. Oui. Mais il ne sait pas peut-être ce qui a amené le gouvernement à en arriver là. Et le politique lui récupère pour s'associer à la population pour dire oui, vous voyez, on augmente les taxes. Mais tout en sachant que peut-être que les taxes là sont justifiées. Parce que on ne peut pas redistribuer le vide. Et notre économie est essentiellement fiscale. Ça veut dire que on ne peut pas tout de coup parce que on a augmenté la taxe, commencer par chanter. Peut-être on peut développer des arguments pour démontrer que non, on n'en a pas besoin, qu'on peut avoir les ressources autrement. Je suis d'accord pour ça. Mais dire que on augmente les taxes, on fait ceci, juste pour montrer que on est du côté de la population, ça c'est un autre problème, ça c'est un problème politique. Alors que les problèmes qui se posent, c'est des problèmes techniques. C'est comme la cherté de la vie là tout à l'heure, ça a des explications techniques. Mais le politique, sauf le fait qu'il ne pleut pas. Non. Même la pluie dont vous parlez là, vous ne savez pas que ça peut avoir des conséquences. S'il ne pleut pas, si la pluviométrie est faible, les agents économiques... Vous parlez, entendons-nous bien, de la hausse des prix je prends par exemple des la hausse denrées des prix. alimentaires. Lorsque le gouvernement dit que c'est la pluviométrie par exemple, je suppose que vraiment il y a eu une baisse de pluviométrie. Quelles sont les conséquences d'une baisse de pluviométrie par exemple? Il ne faut pas en l'état, si le gouvernement doit dire ça, il ne faut pas supposer. Je ne refuse pas, c'est ça le dit. On a sorti les chiffres, la pluviométrie de 2016 à 2020. Il s'est fait même qu'en 2020, il y a eu 2 fois plus de pluie qu'en 2017 2018. Bon, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut avoir les chiffres. Mais moi, je donne une idée, par exemple. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, quels sont le comportement des agents économiques? Ceux qui sont les agents économiques, ceux qui ont les céréales là, par exemple, peuvent anticiper pour dire, bon, comme il ne pleut pas, c'est sûr qu'il y aura la cherté. Et ils vont garder les stocks. Ou bien ils vont augmenter le prix des stocks. Ce qui a été pointé du doigt, c'est que beaucoup de producteurs ont préféré aller vendre pour avoir de meilleurs prix dans... Voilà, donc il y a beaucoup de situations qui peuvent expliquer cette cherté de vie et il faut trouver la formule juste. Il ne s'agit pas de faire un débat politique pour dire que non, le gouvernement non. Producteur, là où il veut vendre ou là où il ne veut pas vendre par rapport au marché, ça lui revient d'abord. Et pour que des situations comme ça arrivent, c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens ont pensé à ce qu'on appelle la sécurisation, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Je pose une interrogation. Allez-y, finissez. Oui. Ok. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est que nous sommes nés. Et nous allons faire le combat de vivre et de survivre dans l'arène politique, d'avoir des députés, d'aller à la conquête du pouvoir et de gérer le pouvoir en proposant une offre politique qui tienne compte des réalités du peuple et qui tienne compte de la position stratégique du pays, qui est une chose. Une clarification au niveau de l'opposition pour dire que nous sommes une opposition responsable. Nous sommes
une opposition responsable et nous faisons notre opposition dans le respect des lois, utiliser les failles de la loi pour pouvoir amener les populations qui ne sont pas d'accord, le peuple de l'opposition qui n'est pas d'accord avec ce qui se fait, à comprendre que l'alternance est dans les urnes et quand vous n'êtes pas d'accord, il faut aller dans les urnes et aller le manifester. Voilà. Mais Charles Okonou, apparemment, ils ont des idées. Bon, Peut-être que ce sont de leurs idées que vous avez peur. Non, pas du pour tout. leur contester leur création. Je leur souhaite bon vent. Oui. Et à l'épreuve du temps, on viendra pour évaluer, pour voir si est-ce que... À l'épreuve des idées. Est-ce que c'est à l'épreuve des idées qu'ils vont grandir, prospérer, ou bien c'est à l'épreuve des tests. On le verra après 2023 qui est tout prêt pour voir si vraiment RSC là pourra avoir des députés qui pourra aller à l'Assemblée pour aller défendre cette idée. C'est un défi que nous sommes prêts à relever. Je terminerai en disant que il a soulevé un problème là qui est un peu important. Le gouvernement par rapport à la suppression de l'ONASA, je propose qu'il y ait d'autres alternatives, même si ça ne doit plus être le LONASA. Il faut créer un central d'achat, par exemple, pour pouvoir avoir des stocks de sécurité pour que ces spéculations ne nous surprennent pas, pour qu'on aille à la cherté de la vie. Parce que là, vous venez de toucher un peu, on va finir là-dessus. Généralement, ce ne sont pas les cultivateurs qui profitent de la hausse de cette denrée alimentaire. Spéculateurs, ce sont les spéculateurs. Oui, quand on a voulu reformer cela, il ne fallait pas aller de cette manière. Et c'est tout le problème. C'est ça qui a créé ce qu'on est en train d'observer là maintenant, parce que cela existe. Je vais peut-être vous inviter sur le plateau du débat technique, parce que c'est un débat intéressant. Voilà. Il faut qu'on ait un débat comme ça pour mieux parler de ces sujets sociaux. Voilà, le duel de ce dimanche 20 juin 2021 est désormais du passé. Nous avons un peu rogné sur le temps de l'hebdo des éditorialistes. Je vous l'annonçais en début d'émission, c'est un dimanche assez spécial. Nous avons eu 2 entretiens. Monsieur Adokonou, je vous remercie. On va se dire à dimanche prochain ou pas. Ou pas. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt.